Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit laboratoire qu'on va regarder ensemble dans lequel on va examiner comment fonctionne le DNS ainsi que la délégation DNS. Tout de suite, je vous montre juste ici, voici le schéma qu'on va mettre en place. C'est le laboratoire sur lequel on va s'attarder. Notre objectif, vous l'aurez compris, ici on a deux serveurs. Le premier aura un service DHCP ainsi qu'un service DNS. Et sur le deuxième, on aura seulement un DNS d'installer. Nos clients Windows 10A et Windows 10B devront consulter ce serveur-là ici comme seul serveur DNS. Ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois que les clients ont besoin de faire une requête DNS, ils passent par ce serveur-là. Ensuite, ce sera à ce serveur-là de décider s'il doit gérer la requête ou s'il doit plutôt se référer à ce deuxième serveur-là qui aura la responsabilité d'une zone donnée. Pour être plus précis, ici, par exemple, laissez-moi juste inscrire des petites notes supplémentaires. Donc, ce serveur-là, on pourra lui donner, dans mon cas, la zone gabriel.local. Vous pourrez lui donner une zone avec votre prénom .local. Et ce qu'on va faire ensuite de ça, c'est que le deuxième serveur ici, on va lui donner un sous-domaine à gérer. Donc, on va faire une délégation d'un domaine enfant qu'on appellera par exemple rh.gabriel.local. Donc, au final, chaque fois qu'une requête DNS va partir vers le serveur, si cette requête-là concerne gabriel.local, le serveur A va s'occuper de la résoudre. Et advenant qu'une requête concernerait rh.gabriel.local, le serveur A va déléguer la requête au serveur B ici pour la résoudre. À la fin du laboratoire, on veut que tout le monde puisse se parler, s'envoyer des pings. Et évidemment, on aura un client qui sera par exemple Windows 10 a.gabriel.local et Windows 10B qui sera Windows 10b.rh.gabriel.local pour qu'on puisse effectuer des tests et qu'on puisse valider que les deux serveurs DNS, autant le serveur qui s'occupe de la zone rh.gabriel.local que le serveur qui s'occupe de gabriel.local fonctionne bien. Donc, on y va. On va commencer par s'attarder à notre premier serveur. Vous voyez ici, j'utilise Workstation, mais vous pouvez très bien utiliser VirtualBox pour le besoin du laboratoire. Évidemment, assurez-vous d'avoir des adapteurs qui sont sur un LAN segment commun pour toutes les machines. Donc, dans mon cas ici, vous voyez que j'utilise le segment LAN 1. Et donc, on peut démarrer l'ordinateur. Évidemment, on aura quelques prérequis à compléter avant de se lancer dans l'installation de rôles et de fonctionnalités. À titre d'exemple, on aura besoin de définir un nom sur le serveur, de configurer une adresse IP statique et ainsi de suite. Donc voilà, mon gestionnaire de serveur démarre. Si on regarde un peu le laboratoire qu'on a à faire, on va voir que on voulait octroyer l'adresse 192.25 à 192.168.30. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que on a le deuxième ordinateur, le deuxième client, c'est-à-dire celui-ci, donc qui sera en 192.168.30 et le reste des PC seront en 192.168.25. Pourquoi qu'on fait ça? Parce que généralement, quand on a un sous-domaine dans un réseau, par exemple rh.gabriel.local, on définit également un sous-réseau généralement. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans notre exemple ici, par exemple, on pourrait définir que ce domaine enfant-là
sera attitré à la plage 192.168.30. Alors que les PC faisant partie du domaine parent, soit Gabriel.local, feront quant à eux partie du sous-réseau 192.168.25. Voilà. Donc, ici, on va aller voir les services. On va s'assurer que tout ce beau monde-là démarre. Et on va venir dans notre fenêtre serveur.local. Donc, première chose à penser, ce sera de donner un nom qui est plus révélateur à notre serveur. Donc, ici, non, pas vrai, pas domaine. Nom de l'ordinateur, 2K19-A. Ce sera le nom de mon premier serveur, nom qui correspond à ce que j'ai sur mon schéma. Je vais redémarrer ultérieurement. J'en profite pour désactiver la sécurité renforcée d'Internet Explorer. Comme ceci. Ensuite de ça, on va aller définir une adresse IP statique. Donc, propriété ici. On va utiliser l'adresse 192.168.25.1. Cependant, ici, on va travailler en /16. Donc, étant donné qu'on n'a pas de routage de configurer, ben, il faut que toutes nos adresses, soit .25 jusqu'à .30, soient en mesure de communiquer ensemble. Et donc, étant donné qu'on n'a pas de routage, ben, on n'a pas le choix d'ajuster notre masque de sous-réseau en conséquence. Au niveau du DNS, ce sera nous-mêmes. Et je vais renommer ma carte réseau en LAN 1, qui est le nom que j'ai donné à mon segment réseau aussi. Finalement, ma version d'évaluation est à renouveler, donc je dois redémarrer une évaluation pour 180 jours. Je vais donc entrer la commande slmgr/rearm. Voilà. Donc, je vais être prêt à effectuer un premier redémarrage. Et on sera prêt déjà à installer certains services sur notre premier serveur. Donc voilà, le redémarrage est effectué. Donc déjà, on sera prêt à aller installer des rôles DNS et DHCP. Donc on va lui laisser l'occasion de bien démarrer. On va lui donner un petit coup de main avec les services. OK. Donc, on est prêt à aller ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc, on va cliquer ici. On peut ignorer cette page de démarrage-là pour les prochaines fois. On vient valider ici qu'on a les bonnes informations. Donc, ici, j'ai bel et bien mon nom de serveur ainsi que la bonne adresse IP. Et au niveau des rôles, ben, je vais sélectionner le serveur DNS ainsi que le serveur DHCP comme ceci. Donc voilà, mes deux services sont bien cochés. On clique sur suivant. On n'a rien à toucher au niveau des fonctionnalités. Suivant, suivant, et on confirme l'installation des deux services. OK, donc une fois que les services sont installés, je peux terminer ici dans la zone de notification, pardon, je peux aller terminer la configuration des HCP. Donc, je valide comme ceci. Et on va aller dans la configuration DNS. Donc, on ouvre notre gestionnaire DNS. Et déjà, ici, on aura certaines choses à faire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de venir créer des zones. On va en premier lieu créer une zone de recherche directe.
Donc, dans cette zone de recherche directe-là, on veut un type de zone qui est la principale. Et cette zone-là, on va l'appeler Gabriel.local ou votre prénom.local. Bref, ce sera la zone DNS parente qu'on va créer. On laisse le nom de fichier tel quel. On va autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées et sécurisées. Lorsqu'on aura un Active Directory, ben, ce sera cette option-là qui sera cochée ici en haut de manière automatique. Pour l'instant, on va laisser les mises à jour non sécurisées s'effectuer. De toute façon, il ne s'agit que d'un laboratoire, donc il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter. Sachez toutefois que quand on autorise des mises à jour non sécurisées comme ça, on ouvre une porte à la mise à jour d'enregistrement qui pourrait venir d'ordinateurs non sollicités. Donc, ça ouvre une certaine brèche de sécurité. C'est pourquoi, généralement, on va autoriser la mise à jour des enregistrements seulement dans un contexte Active Directory. On fait suivant et on fait terminer. Donc, ça ici, ça crée notre zone parente. Ensuite de ça, on aura également une zone de recherche inversée à faire sur ce serveur DNS-là qui va correspondre à notre zone parente. Donc, on va faire une nouvelle zone. Ce sera toujours une zone principale. Et ce qui nous intéresse, c'est bel et bien l'IPv4. Et au niveau de l'ID réseau, on va se contenter de faire 192.168. Donc, en ce moment, ce qu'on dit, c'est qu'on associe la zone Gabriel.local, mais en fait, on associe. C'est pas vrai. On ne fait pas d'association. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on veut que notre serveur DNS principal s'occupe de la zone Gabriel.local, qui se trouve être notre zone parente, donc qui sera la zone la plus haute de notre hiérarchie DNS. Et on veut que ce même serveur DNS principal-là s'occupe de tout ce qui touche 192.168. Donc, voilà. On fait suivant. Et même chose ici, on va autoriser la mise à jour des enregistrements de façon dynamique, sécurisée et non sécurisée. Terminé. Donc, on a maintenant notre zone de recherche directe et notre zone de recherche inversée. On aura des enregistrements à aller ajouter tantôt, quoique je suis en train de me demander, on peut les faire tout de suite, dans le fond, nos enregistrements. Donc, ce qu'on va faire, c'est un clic droit dans notre zone de recherche directe et on va cliquer sur un nouvel hôte. Donc, on voit que ça correspond à un enregistrement de type A. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un enregistrement pour notre serveur principal, qui est 2K19-A. Donc, on voit que ça crée un nom de domaine pleinement qualifié, donc un FQDN non complet, qui équivaut à 2K19-A.gabriel.local. Donc, on voit même le dernier point à la fin. On va indiquer que ça correspond à l'adresse IP suivante. Donc, on a déjà défini une adresse IP statique à ce serveur-là tantôt. Et on va créer un pointeur d'enregistrement PTR associé. Donc, ça, c'est quoi un pointeur d'enregistrement? Mais en fait, ça va créer un enregistrement PTR automatiquement dans la zone de recherche inversée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un enregistrement A qui va passer du nom à l'adresse IP. Et en cochant cette case-là, ben, on se trouve à créer l'enregistrement inverse en même temps. Donc, de passer de l'adresse IP au nom comme ceci. Donc, je vais ajouter l'autre comme ceci. Voilà. Je vais en profiter pour créer mon deuxième serveur. Même si je ne l'ai pas déjà démarré et que je ne l'ai pas encore renommé, je vais tout de suite le créer puisque je sais qu'éventuellement je vais le faire. Son adresse IP, ben, je vais le mettre en .25.2 comme ceci. Donc, je vais ajouter mon deuxième serveur. Et finalement, il y aura Windows 10A, donc W10A, qui sera mon client A et qui va être une adresse IP que je vais donner tout de suite, à laquelle je ferai une réservation dans le DHCP tantôt.
Donc, voilà. Pourquoi je ne fais pas Windows 10B? Mais Windows 10B, on l'a dit, son nom de domaine, ce ne sera pas .gabriel.local, puisque Windows 10B va faire partie d'un domaine enfant de Gabriel.local qui sera rh.gabriel.local. Donc, c'est pas dans cette zone-là que je vais faire mon deuxième client, mais ce sera dans une zone qu'on fera ultérieurement et qu'on va justement déléguer au serveur B. Donc, pour l'instant, ce sont les enregistrements qu'il y avait à effectuer dans ce premier serveur DNS-là. Donc, pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va aller s'occuper de notre serveur DHCP. Donc, je ferme ça ici. On s'en vient ici dans le gestionnaire DHCP. Donc, on va agrandir ça. Juste ici. Et on va créer évidemment une nouvelle étendue. Donc, on peut appeler par exemple Labo 2. Donc, les adresses que je veux distribuer, ce sera par exemple de 25.100 à 30. Disons 200. Évidemment, je veux que tout ce monde-là communique ensemble, donc on mettra un /16 ici pour le besoin de la cause. On fait suivant. J'ai aucune exclusion à considérer et un bail de 2 jours, ce sera amplement suffisant pour le laboratoire. On peut aller configurer les options. J'ai aucun accès Internet dans le laboratoire. J'ai pas non plus de routage à effectuer entre divers segments réseau. Donc, j'ai pas de passerelle à configurer. Au niveau du domaine parent, ce sera le domaine le plus haut dans la hiérarchie, soit gabriel.local. Et le nom, le serveur DNS que je veux donner à mes clients, c'est le serveur 2K19.1. qui correspond, pas 1, pardon, 2K19A, qui correspond à l'adresse 192.168.25.1. Donc, ici, on a les bonnes configurations. On n'a pas configuré de serveur Wins, donc on fait suivant, et on active l'étendue. Voilà qui est complété pour le DHCP. On sera prêt déjà à aller démarrer notre deuxième serveur sur lequel on va configurer un DNS. Excellent, donc on a notre serveur qui est démarré. Encore une fois, on aura quelques petites configurations de base à faire avant de se lancer dans l'installation de service. Donc, encore une fois, un changement de nom pour un nom plus pertinent. Ici, appelons cet ordinateur-là 2K19-B. On désactive la configuration de sécurité renforcée. On va aller se mettre une adresse IP statique. Donc, .25.2. Important de respecter ce qu'on a inscrit dans notre DNS, on s'en souvient. Ici, on fonctionne en /16. Et le DNS, dans ce cas-ci, ce sera 127.001. Encore une fois, on a notre propre service DNS. On va renommer la carte, encore une fois, la carte réseau. Et finalement, il reste à réinitialiser ma licence d'évaluation. Voilà, donc on est prêt à effectuer un redémarrage.
et on sera déjà prêt à aller configurer notre serveur DNS. En fait, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une petite erreur. Dans la configuration de la carte réseau, l'adresse DNS, ce ne sera pas lui-même puisque lui, il agit comme un serveur DNS délégué. Donc ici, on va aller mettre le serveur DNS principal comme serveur. On va donner un petit coup de main ici au service. Super. Donc, cette fois-ci, on n'aura seulement que le rôle DNS à installer. Donc, ici, on s'assure encore une fois des bonnes informations. Et ici, on va venir cliquer sur serveur DNS. Donc, c'est lui qui nous intéresse. On fait suivant et on procède à l'installation. OK, donc ce qui est intéressant dans des environnements Windows Server comme ça, c'est qu'on peut gérer les services depuis un même endroit. Donc par exemple, si je viens dans mon gestionnaire DNS de mon serveur principal, soit 2K19A, où est-ce que j'ai déjà fait toutes mes zones comme ceci, je peux aller ajouter mon deuxième serveur ici. Donc pour ça, je peux sélectionner le service DNS, et on va établir une connexion au serveur DNS. Je vais tout simplement rentrer le nom de mon deuxième serveur ici et on va se connecter comme ceci. Donc déjà, on voit que mon deuxième serveur est là et cette fois-ci, vous voyez que je n'ai pas de zone de recherche puisque j'ai absolument rien créé ici. Donc, pour déléguer une zone, on doit absolument déléguer une zone sur un serveur qui possède une zone primaire. Donc ça veut dire une zone primaire, une zone principale, pardon. Ce qui veut dire que je dois en premier lieu faire deux zones principales ici qui vont correspondre au domaine enfant de ces zones-là ici. Donc si je m'en viens dans mon deuxième serveur, dans zone de recherche directe, je vais faire une nouvelle zone. Et cette zone-là, ça va être encore une zone principale, puisque ce serveur-là doit être en mesure d'écrire dans la zone. Et le nom de la zone, ce sera cette fois-ci rh.gabriel.local, qui correspond à la zone principale. Donc, je crée ce fichier-là ici, et j'autorise encore une fois les mises à jour dynamiques. On fait terminer, donc on voit que ma zone est créée et je vais venir faire une zone de recherche inversée qui va correspondre à 192.168.30. Donc c'est une zone, encore une fois, un sous-réseau, un réseau enfant si on veut, de cette zone de recherche inversée. Donc je fais encore une zone principale, IPv4 inversée, et cette fois-ci mon ID réseau va être 192.168.30. Je valide le tout et j'autorise là aussi les mises à jour. OK, donc là, on a créé nos zones principales, mais ce que je dois dire, étant donné que le serveur qui recevra toutes les requêtes DNS, c'est celui-ci, je dois lui dire, hey, si jamais tu reçois une requête qui concerne rh.gabriel.local, je veux que tu délègues cette requête-là au deuxième serveur. De même que je vais lui dire, si jamais tu reçois une requête pour 192.168.30, je veux que tu délègues au deuxième serveur cette requête-là. Donc, on va devoir lui indiquer que ces requêtes-là doivent être transmises au deuxième serveur. Pour ce faire, je vais sélectionner ma zone parente ici, gabriel.local. Je vais faire un clic droit et je vais créer ce qu'on appelle une nouvelle délégation. Donc, on veut déléguer une partie de la zone, gabriel.local, et la partie de la zone qu'on veut déléguer, c'est RH, qui va constituer le nom complet rh.gabriel.local. Donc, je fais suivant.
Ensuite, on va me demander, OK, ben pour faire cette délégation-là, tu dois m'indiquer c'est quel serveur DNS qui va s'occuper de ça, qui va s'occuper de cette zone-là. Bien, évidemment, ce sera 2K19b puisqu'on lui a créé la zone correspondante, soit rh.gabriel.local. Je vais donc devoir rentrer le nom complet, soit le FQDN de mon serveur B, qui correspond à 2K19b.gabriel.local. Donc, je lui dis, c'est ce serveur-là qui va s'occuper de la zone rh.gabriel.local. Donc, si je fais résoudre, et on a un crochet vert qui vient valider que ce serveur-là est bel et bien en autorité sur la zone rh.gabriel.local. Donc, je clique OK. Voilà. Je fais suivant et je fais terminer. Donc, on voit ici qu'on a une partie de la zone, soit rh.gabriel.local, et on indique que quand on va avoir des requêtes, ben, il va falloir qu'elles soient envoyées à ce serveur-là. On va faire exactement la même chose avec notre sous-réseau 192.168.30. Donc, je viens ici créer une nouvelle délégation sur ma zone de recherche inverse. Et le domaine délégué, ben, c'est 30 qui va créer finalement le sous-réseau 192.168.30. Je fais suivant. Et encore une fois, je vais devoir indiquer quel est le serveur qui va s'occuper de cette zone-là. Ce sera encore une fois le serveur B. Donc 2K19b.gabriel.local. On va résoudre. On voit que le serveur est bien détecté comme étant un serveur qui a autorité sur cette zone de recherche inversée-là. On clique sur OK. Je fais suivant et je fais terminer. Donc, mes deux délégations sont créées. Maintenant, ça va être intéressant de faire quelques tests. Donc, je dois minimalement avoir un ordinateur enregistré dans cette zone-là afin que je puisse envoyer des requêtes sur ce serveur-là et valider qu'elles sont bien transmises ici. Donc, on va aller enregistrer notre deuxième ordinateur qui est Windows 10B. Donc, on va faire un nouvel hôte ici de type A. Et on va rentrer Windows 10-B qui va nous créer le nom de domaine complet Windows 10-b.rh.gabriel.local. Son adresse IP, ben, on va la mettre dans le réseau .30 puisqu'on veut que ça corresponde à la zone de recherche inversée ici. Et donnons-lui .30.100 comme ceci. Voilà. Super, donc au niveau des serveurs, tout semble prêt. Il va nous rester à démarrer nos ordinateurs Windows 10 afin de faire des tests puis s'assurer qu'on reçoit bien les bonnes informations des HCP. Donc, avant toute chose, ce qui serait intéressant, ce serait de créer des réservations DHCP. Les réservations DHCP vont nous éviter d'avoir de recevoir des adresses DHCP autres que celles qu'on a configurées dans le DNS. Donc, cela dit, sachez que de créer des réservations DHCP, c'est facultatif, surtout dans un contexte Active Directory où les mises à jour des enregistrements se font automatiquement. Donc, ce qu'on va venir faire ici, c'est dans notre étendue, on va créer des réservations. Donc, on va faire une nouvelle réservation ici. La première, appelons-la Windows 10-A. Et on veut octroyer l'adresse .25.100. Donc, ça va nous prendre l'adresse MAC de ce PC-là. Cette adresse MAC-là, elle est trouvable dans les settings de votre machine virtuelle. Donc, dans Advanced ici, j'ai l'adresse MAC. Donc, je ne serai pas capable, je crois, de faire un copier-coller. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, je vais juste la copier comme ça. Je vais me faire une petite note à côté pour l'avoir en note.
Donc l'adresse MAC, ce sera 000C 29 BF 97D8. Donc voici l'adresse MAC de Windows 10A. Je vais ajouter une autre réservation pour Windows 10B. Windows 10B, je vais donc lui donner une adresse en .30.100 comme on l'inscrit dans mon DNS. Son adresse MAC, je fais la même chose. Je m'en viens ici dans les settings. On voit présentement que Windows 10B a exactement la même adresse MAC que Windows 10A. Je vais donc en générer une nouvelle. Copier. OK. Donc ici, je vais venir entrer l'adresse MAC. Voilà, donc mes deux réservations sont faites. Je suis donc prêt à démarrer un premier ordinateur. Donc, on va prendre Windows 10A. Donc, le DHCP devrait nous fournir des informations assez rapidement ici. On va faire ipconfig. Donc voilà, ici on a bel et bien la bonne adresse IP qui est rentrée. Et on va aller voir Windows 10B, on va effectuer le même principe. OK, donc encore ici, on va aller voir notre configuration IP. Donc ici aussi, on a reçu la bonne adresse IP. Donc, en ce moment, on peut déjà effectuer certains tests. On n'a pas autorisé l'utilisation des pings encore dans notre ordinateur. Dans nos ordinateurs, on va le faire sous peu. Mais en attendant, on peut déjà effectuer des requêtes DNS. Les requêtes DNS, on peut les faire directement avec la ligne de commande. Donc, on peut envoyer une requête avec la commande nslookup. Cette commande-là, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va interroger le serveur DNS pour qu'il nous traduise un nom ou une adresse IP. Donc, je peux par exemple envoyer un nslookup Windows 10-A.gabriel.local. Et normalement, en fait, là, je suis déjà sur Windows 10-A. Fait que je vais faire une requête pour Windows 10-B.rh.gabriel.local. Et on devrait avoir une réponse comme celle-ci. Donc, on voit actuellement que le serveur qui nous répond, c'est ce serveur-là. Donc, c'est lui le DNS. Et il me répond que le nom Windows 10.rh.gabriel.local correspond à cette adresse-là. Donc, vous voyez aussi peut-être qu'on a l'information suivante, une réponse ne faisant pas autorité. Ça, c'est super bon signe, parce que ça veut dire que notre serveur DNS a reçu la requête, mais il s'est aperçu que ce n'était pas lui qui gérait la zone rh.gabriel.local, et il a donc transféré la requête au serveur correspondant, c'est-à-dire dans notre cas 2K19-B. Et 2K19-B lui a renvoyé une réponse pour laquelle 2K19-A nous a ensuite envoyé notre réponse. Bref, ça veut dire que notre délégation fonctionne. Si on s'en va sur Windows 10, ici, -B, et qu'on fait une requête pour nslookup Windows 10-A.gabriel.local, on n'aura pas le message qui nous dit que la réponse ne fait pas autorité.
Voilà. Parce que le serveur qui nous répond, ben c'est le serveur qui gère cette zone-là. Donc, c'est un serveur qui fait autorité sur la zone. Okay? Donc, déjà, on voit que nos DNS et nos non-DNS fonctionnent bien. Donc, je peux également envoyer une requête nslookup pour, par exemple, 2K19-A.gabriel.local. Donc, évidemment, ben, c'est notre serveur qui nous répond que c'est lui-même. Et on peut faire la même chose aussi pour 2K19-B. .gabriel.local. Voilà, donc nos adresses changent en fonction de ce qu'on demande comme information. Maintenant, si on veut être en mesure d'utiliser des pings, donc de pigner nos ordinateurs entre eux en utilisant le nom de domaine de chacun d'entre eux, on va avoir une petite règle à ajouter au pare-feu. Cette règle-là, elle centre avec une petite ligne de commande qui est la suivante. Donc, on utilise NetSH Advanced Firewall. On va dire Firewall Add Rule. Donc, on veut ajouter une règle. On va lui donner un nom. Appelons-la tout simplement ping. Vous pouvez l'appeler à peu près comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Le protocole concerné, ben, le protocole c'est ICMP en version 4. Et on va accepter n'importe quel de ces protocoles-là, de ces paquets-là, pardon. La direction voulue, c'est l'entrant, puisque le sortant est déjà autorisé. Et l'action désirée, ben, c'est l'autorisation. Ah oui, évidemment, vous allez devoir entrer ça en administrateur. Donc, je vais copier cette ligne-là. Je vais ouvrir une ligne de commande en administrateur. On va faire la même chose dans notre autre PC ici et dans nos deux serveurs. Lorsqu'on met en place un Active Directory, les pings sont déjà autorisés entre les ordinateurs d'un même domaine, mais là, on n'a pas d'Active Directory, donc c'est une petite étape supplémentaire que vous n'aurez pas à faire avec Active Directory. Donc, il ne me reste que ce serveur-là. Voilà. Donc, à partir d'ici, ben, je devrais être en mesure d'envoyer un ping, par exemple, à Windows 10b-rh.gabriel.local. Et on voit que ça fonctionne. Donc, au lieu d'utiliser les adresses IP, j'utilise littéralement des noms. Je peux, par exemple, me diriger sur un serveur également. Comme ceci. Donc, voilà comment il était possible d'utiliser deux serveurs DNS et de faire une délégation pour une zone DNS enfant et d'utiliser ces adresses, ces noms DNS-là pour envoyer des pings entre différents PC, bref, de communiquer entre les PC. Donc, j'espère que vous aurez réussi à effectuer ce laboratoire-là. Si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas.